Donc, mon nom est Slimane Beki et je suis chercheur en France, à Paris. Donc, je suis un scientifique qui travaille sur le changement climatique. D'accord? Et donc, je vais vous présenter, je vais vous expliquer ce qu'est le climat et les changements climatiques. Et c'est une présentation que j'ai réalisée avec Alain Sarkissian, qui est aussi chercheur, un scientifique au LATMOS à Paris. Alors, il faut bien différencier ce qu'on appelle le temps et le climat. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'on appelle le temps. Donc, le temps, c'est pas le temps chronologique, c'est ce qu'on appelle le temps en français. Ça veut aussi dire la météorologie, d'accord? Et donc, qu'est-ce que la météorologie? Alors, ici, je vous montre une carte des nuages. C'est une carte météorologique. Et quand vous regardez la télévision, tous les jours, aux informations, on va vous montrer une carte en vous disant il pleut, il ne pleut pas, il y a des nuages, il n'y a pas de nuages. Et en général, d'un jour ou l'autre, la carte change très rapidement. Et ça veut dire que, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, à Berlin, et vous regardez le temps, il peut faire beau, puis une demi-heure après, il peut y avoir des nuages et se mettre à pleuvoir. Il peut y avoir de la pluie. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le temps, la météorologie, et c'est extrêmement variable. Ça varie rapidement d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre. C'est très variable ou d'un endroit à l'autre. Ça veut dire ici, par exemple, juste à cet endroit, si on se trouve là, on va avoir des nuages, mais juste à côté, il ne va pas y avoir de nuages. Donc c'est très 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 variable le temps. D'accord? Alors ça, c'est, n'oubliez pas, ce qui est en blanc, c'est les nuages. Et vous avez l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Europe de l'Est, l'Italie, etc. D'accord? Et ça, c'est la côte de l'Afrique du Nord. Ça, c'est les pays scandinaves avec la Norvège et la Suède. Et qu'est-ce que le climat? Eh bien, en fait, le climat, c'est le temps, mais moyenné. Qu'est-ce que ça veut dire moyenné? Ça veut dire que ici, c'est très variable d'un jour à l'autre, ou même de l'heure à l'autre. Et ce que l'on fait, c'est qu'on prend ce qui est très très variable comme ça, et en moyenne sur des longues périodes de temps. Ça veut dire, on va prendre ici, c'est la température, qui peut changer d'un jour à l'autre, hein. C'est-à-dire qu'il peut faire très froid un jour, et le lendemain, il peut faire très chaud. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des moyennes. C'est-à-dire, on prend la température durant tous les jours, et on calcule une moyenne. Quelle va être la température en moyenne? Et si on fait ça, par exemple, sur la température au niveau de la Terre, ce que l'on remarque, c'est qu'il fait souvent très très chaud au tropique. D'accord? Ça, c'est en rouge, c'est-à-dire très très chaud. Et il fait très très froid au pôle, dans les zones polaires. Ça, c'est l'Antarctique. Ça, c'est l'Arctique. Ça, c'est l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ça, c'est le continent antarctique. Et donc, ça veut dire qu'au tropique, il fait très très chaud. Dans, dans nos latitudes, en Europe ou en Amérique du Nord ou en Asie, il a ce qu'on appelle un climat tempéré. Ça veut dire que les températures sont agréables. Il ne fait pas trop chaud ou trop froid. Et dans la région polaire, il fait très froid. D'accord? Alors, quelle est l'importance du climat et de ces températures? Ben, ça veut simplement dire que le climat, la température qu'il fait, ça va contrôler ce qu'on appelle la végétation, c'est-à-dire les plantes, les arbres, l'agriculture et le développement de la vie sur Terre. Et donc ça, c'est une carte de la végétation sur Terre, toujours avec Asie, Europe, l'Afrique ici, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, ça c'est le Groenland et ça c'est l'Arctique, et ça c'est l'Antarctique.
Et donc, si on se place dans la région polaire, en Arctique ou Antarctique, il n'y a pratiquement pas de végétation. Tout est recouvert de neige ou de glace. Donc, c'est extrêmement difficile de vivre dans ces régions. Si on se place aux tropiques ici, donc c'est cette figure-là, d'accord, pour les régions polaires. Si on se place aux tropiques, eh ben, il pleut pas mal, mais juste sur les bords du tropique, il y a beaucoup de déserts. Ça, c'est le Sahara. Ça, c'est la péninsule arabe. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de déserts, de sable, tout le long. Et ça, c'est les grands déserts d'Asie. Et si on monte un peu plus, si on va ce qu'on appelle aux moyennes latitudes, c'est-à-dire entre les tropiques et les régions polaires, juste ici, Asie, Europe, Amérique du Nord, ou même de ce côté-là, hein, ce que l'on remarque, c'est que c'est très vert. Il y a beaucoup de végétation parce qu'en fait, il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud, donc les températures sont bonnes et il y a pas mal de pluie. Donc là, en fait, c'est ces endroits où il y a beaucoup de population parce que c'est là où on peut faire pousser des plantes, des fruits, des légumes. D'accord? Et donc là, c'est très difficile dans les déserts. Il n'y a pratiquement pas de pluie, il n'y a pratiquement pas d'eau, donc il y a très peu de gens. Et ici, il y a beaucoup d'eau, mais c'est que de la neige et de la glace. Donc il y a très peu de gens qui vivent ici. Donc le climat, ça vraiment détermine comment la végétation et les plantes se répartissent à la surface de la Terre. D'accord? Et donc le gros de la population mondiale se trouve là. D'accord? Asie, Europe et Amérique du Nord. Et aussi de ce côté-là, l'Amérique du Sud. Alors pourquoi fait-il si chaud aux tropiques et pourquoi est-ce qu'il fait froid au pôle nord ou au pôle sud? Ça veut dire qu'est-ce qui détermine le climat? Eh bien en fait, si on regarde un peu comment le soleil, c'est la source de lumière, d'accord? C'est la source d'énergie. Et ce qui se passe, c'est qu'aux tropiques, ici, on reçoit beaucoup de lumière. C'est-à-dire que le soleil est juste au-dessus de nos têtes. En revanche, quand on va dans le pôle nord ou le pôle sud, ici, là, la lumière, elle arrive sur le côté. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'énergie parce qu'elle arrive sur le côté. Donc, il n'y a pas beaucoup de chaleur du soleil qui arrive de ce côté-là. En revanche, au tropique, comme le soleil est juste au-dessus de nos têtes, il fait vraiment très chaud. Il fait très très chaud. D'accord? Donc ici, pas beaucoup de chaleur du soleil, d'énergie du soleil, il fait froid. Et ici, comme il y a beaucoup de chaleur du soleil, il fait très chaud. Alors, le climat, ce que j'ai montré, c'était une moyenne sur plusieurs dizaines d'années, mais est-ce qu'il varie dans le temps? Est-ce qu'on a des indications que le climat varie dans le temps? Là, ce que je vous montre, c'est l'évolution de la température mesurée à Paris en fonction du temps. C'est-à-dire, c'est la température sur Paris de 1900 jusqu'aux années à peu près 2000, ça veut dire au cours du XXe siècle. Et ce que l'on a en rouge, c'est quand il fait chaud, et en bleu, c'est quand il fait plutôt froid. Et la grosse courbe là, c'est moyenné, c'est des moyennes, d'accord? Et ce que l'on voit, c'est que le climat a été plus ou moins stable, les températures ont été plus ou moins stables à Paris, puis depuis à peu près, on va dire 30-40 ans, la température a augmenté sur Paris. Et on voit qu'il fait de plus en plus chaud ici. Alors ça fait une variation de plus d'un degré sur le siècle dernier. Donc c'est assez important. Et on se pose la question, est-ce que c'est seulement sur Paris ou est-ce que c'est partout sur Terre? Alors ici maintenant, c'est la température moyennée sur l'Europe, d'accord? Depuis 1850. C'est comment la température a varié sur l'Europe de 1860 jusqu'à 2010-2014. Et toujours en bleu, il fait froid, enfin c'est une température assez froide. Ici, en rouge, il fait chaud. Et ce que l'on voit, c'est c'est au cours des 150 dernières années, là, il faisait assez froid en Europe, la température, et tout d'un coup, au cours toujours des 20 ou 30, des 30 ou 40 dernières années, la température a augmenté. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a mesuré sur Paris et l'augmentation de température au cours des 30 ou 40 dernières années, eh ben, c'est à peu près partout en Europe. D'accord? Et en fait, il n'a jamais fait aussi chaud
depuis les 150 dernières années en Europe. Alors ça, c'est l'Europe, mais enfin sur l'Europe et l'hémisphère nord, mais est-ce que c'est partout pareil? Et donc ce que j'ai indiqué sur la gauche ici, c'est la variation de la température au cours des 100 dernières années, c'est-à-dire depuis au cours du XXe siècle. Et ce qui est en rouge, en violet, est en rouge et jaune, c'est-à-dire que la température augmente. Et ce qui est en bleu, c'est-à-dire que la température a diminué au cours des 100 dernières années. Et ce que l'on voit en fait, c'est que la température a augmenté partout, pratiquement partout, excepté ici, au sud du Groenland, où là, la température a diminué. Mais sinon, en général, la température a augmenté partout. Et elle a augmenté beaucoup sur les continents. Ce que l'on voit en Asie, ça a fortement augmenté les températures. Sur la Russie, les températures ont fortement augmenté, aussi en Amérique du Sud et en Afrique, et ainsi que dans le, euh, le, le nord de l'Amérique du Nord. Donc les températures ont fortement augmenté. Alors ce n'est pas seulement les températures qui ont augmenté au cours des 100 dernières années, au cours du siècle dernier. Ce que je montre ici, c'est quelle est la variation du niveau de la mer globalement. Comment est-ce que le niveau de la mer a augmenté au cours du temps? Et ça, ce que je vous montre, c'est depuis 1900, de 1900 jusqu'à 2015, d'accord? Et ça, c'est l'augmentation en millimètres. Et ce que l'on voit, c'est que le niveau de la mer a augmenté de 200 millimètres. 200 millimètres, c'est à peu près 20 centimètres. 20 centimètres d'augmentation pour la température, pour le niveau de la mer. On peut aussi regarder est-ce que les pluies, ce qu'on appelle les précipitations, c'est-à-dire les pluies ont changé au cours du... Ici, c'est de 1951 à 2010, donc c'est au cours des à peu près environ des 50 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la pluie? Et bien, ce que l'on remarque, c'est que en bleu, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de pluie, il y a eu de plus en plus de pluie, les pluies ont augmenté, et en marron ici, ça veut dire que les pluies ont diminué. Et bien, ce que l'on voit, c'est que au-dessus des déserts, par exemple, ici et là, les pluies ont diminué, mais au-dessus des régions où il y avait déjà beaucoup de pluie, c'est-à-dire au-dessus de l'Europe, au-dessus de l'Amérique du Nord ou même de l'Amérique du Sud, ici, il y a de plus en plus de pluie. Ça veut dire que là où il y avait beaucoup de pluie, il y a encore de plus en plus de pluie. Aussi l'Inde, par exemple, l'Inde, il y a eu de plus en plus de pluie, mais les endroits où il y avait très peu de pluie, où il n'y a vraiment pas beaucoup de pluie, il y a encore de moins en moins de pluie. Donc les endroits humides deviennent de plus en plus humides, de plus en plus d'eau, et les endroits où il y avait peu d'eau, il y a de moins en moins d'eau. Ça devient de plus en plus sec. Et c'est ce qu'on a observé au cours du siècle dernier. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, c'est un phénomène global. D'accord? Les températures ont augmenté, les pluies ont augmenté. Ça c'est la carte d'augmentation des températures. Et ça a une des conséquences, c'est parce que, par exemple, en Arctique, là où les températures augmentent fortement, il y a moins en moins de glace de mer. Ça, c'est ce qu'il y avait avant. Et là, maintenant, c'est ce qu'il y a de nos jours. On voit, ce qu'on a ici, c'est l'Asie, l'Europe, ça, c'est l'Amérique du Nord, d'accord? Ça, c'est le Groenland. Et ça, c'était où il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup de glace. Et là, il y a très peu de glace maintenant de nos jours. Il y a de moins en moins de glace en Arctique. D'accord? Donc là, c'est aussi un signe que la température se réchauffe beaucoup en Arctique. Et que c'est un phénomène global. Ça, les températures augmentent partout. Alors, pourquoi est-ce que le climat change? Quelle est la cause, quelle est l'origine de l'augmentation des températures? Pourquoi est-ce qu'il fait de plus en plus chaud? Eh bien, ça, c'est dû au changement de composition de l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire, des changements de composition chimique de l'atmosphère? Ben, ça veut dire que, tout simplement, il y a des gaz dans l'atmosphère dont la concentration a changé.
et je vais vous montrer. Et comment est-ce qu'on sait ça? Ça, c'est le continent antarctique, donc il fait très très froid ici, hein. Euh, au, au milieu de l'hiver, on descend à moins 50 degrés à la surface ici, hein, au milieu de l'hiver. Donc il fait très très froid, et donc il y a de la glace qui se forme, et donc on voit bien le pôle sud avec les différentes stations. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on peut aller creuser la glace. On peut faire ce qu'on appelle des carottes. On creuse et on tire des tubes de glace de cette manière. Et plus on descend, plus on va analyser de la vieille glace. Et l'intérêt d'aller analyser cette glace, c'est qu'en fait, dans cette glace, il y a des bulles d'air qui sont piégées. Je ne sais pas si vous voyez, ici et là, vous voyez, c'est des bulles d'air. Et donc, lorsqu'on va creuser de plus en plus profond dans la glace, on va sortir de la glace avec des bulles d'air de l'air d'il y a 1000 ans, 100 000 ans, par exemple, ou 200 000 ans. Il y a de plus en plus d'air. Et on peut analyser cet air et voir la composition chimique de cet air. Qu'est-ce qu'il y a dans cet air? Et donc, lorsqu'on fait ça, on peut analyser ce qu'on appelle la composition des gaz à effet de serre. C'est des gaz, en fait, qui contrôlent la température à la surface de la Terre. Et ces gaz à effet de serre, le plus connu, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Vous voyez? Et il y a aussi le méthane, mais je vais juste parler du CO2. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque la concentration du CO2 varie comme ça, donc ça c'est la courbe violette, c'est la concentration de CO2, on peut aussi mesurer la température par une technique en mesurant la composition de la glace. Ce que l'on voit, c'est que la température change en même temps. C'est-à-dire que lorsque la concentration de CO2 est très élevée, ici elle est une concentration élevée, la température est élevée. Là, la concentration de CO2 est élevée, la température est élevée. Donc ça, lorsque c'est jaune ou rouge, ça veut dire que la température est élevée. Il fait chaud, il fait très chaud. Mais lorsque la concentration de CO2 est faible, est basse, ici, ici et là, ce que l'on remarque, c'est que la température est en bleu, c'est-à-dire qu'il fait froid. D'accord? Et donc au cours du temps, c'est-à-dire là, on remonte jusqu'à 600 000 ans, donc il y a très longtemps, 600 000 ans, il y a eu des fluctuations de la concentration de CO2 de cette manière qui ont conduit à des fluctuations de la température à la surface. D'accord? Donc ça veut dire que la concentration a varié entre à peu près 200 et 300. Typiquement, ça a toujours varié entre 200 et 300, ce qu'on appelle les ppmv, c'est pas grave, et ça a toujours varié entre 200 et 300. Et donc, la question qu'on peut se poser, quelle est donc la concentration de CO2 de nos jours? Et ça, c'est la concentration de CO2 de nos jours, c'est 400 ppm. Donc en fait, on n'a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère. On monte à 400 maintenant. D'accord? C'est de nos jours ça, hein. On est monté à 400. Donc ce qu'on s'attend, bien évidemment, c'est que si le CO2 augmente de cette manière, il va y avoir nécessairement une augmentation de la température. Et il va faire très très chaud à la surface. Donc là, c'est une autre courbe qui montre l'augmentation de concentration de CO2 et c'est depuis quand ça a commencé à augmenter. Et donc ça a commencé à augmenter au siècle dernier. Donc ça va de 0, c'est-à-dire juste à la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à, ça fait 500, 1000 ans, 1500 années, 1800, 1900, 2000, 2015 ici, jusqu'à nos jours. Et ce que l'on voit, c'est qu'au cours du siècle dernier, la concentration de CO2 a augmenté de 40%. D'accord? Ça a augmenté. Et on atteint à peu près 400 maintenant. D'accord? Ça, c'est la concentration de CO2. Mais même les autres gaz qui ont tendance à réchauffer la surface, le méthane ou le N2O, par exemple, le méthane, sa concentration a été triplée. D'accord? C'était à peu près vers 600. Et puis au cercle condamné, ça augmente très très fortement et maintenant c'est à 1800. Et pourquoi donc ça a augmenté comme ça? Eh bien, la cause de ça, c'est les activités humaines. D'accord? C'est le fait qu'il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de voitures, etc. Le chauffage, etc., qui conduisent à augmenter la concentration de CO2 et de méthane dans l'atmosphère. Donc ça, c'est simplement pour dire comment les émissions de CO2 ont augmenté très fortement au cours du siècle. D'accord? Il y avait très peu d'émissions avant
avant le XXe siècle, et maintenant au cours du XXe siècle et de nos jours, ça c'est l'augmentation des émissions de CO2. Et donc comme ça augmente fortement, c'est-à-dire que les concentrations de CO2 augmentent fortement dans l'atmosphère, et donc la surface de la Terre se réchauffe. Donc il y a plus, on sait bien quelle est la cause maintenant du changement climatique. Et le fait que ça, c'est extrêmement rapide, c'est-à-dire que la température à la surface de la Terre augmente très rapidement. La surface est de plus en plus chaude. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Alors je vous ai dit que j'étais scientifique, mais quel est donc mon travail? Et donc moi, en tant que chercheur, ce que je fais, c'est que je regarde un peu qu'est-ce qui détermine la météorologie et qu'est-ce qui détermine la surface de la Terre. Et donc, il y a toute une série d'équations et on peut créer ce qu'on appelle, c'est comme des jeux vidéo, c'est des codes. On écrit des codes informatiques pour essayer de simuler le climat dans des machines. D'accord? Et en parallèle à ça, on fait beaucoup de mesures dans l'atmosphère. C'est ce que fait Alain souvent. Souvent, Alain fait beaucoup de mesures. Il est impliqué dans des programmes. Et donc, on mesure la température à la surface avec des satellites, la composition de l'atmosphère aussi avec des avions. On met même des bouées sur les océans. On utilise aussi des bateaux. Et tout ça nous permet de voir un peu comment le climat change et quelles sont les causes du changement climatique. Et donc ça, c'est les modèles qu'on met dans des gros ordinateurs. D'accord? Et je vais vous montrer comment on fait. Je vous montre un petit film qui va vous expliquer un peu comment on simule le climat à la surface de la Terre. Donc ça, c'est le Soleil. Ça, c'est la Terre. Ce que l'on voit ici, là, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Et voilà la Terre. Et donc, nous, ce qu'on essaie de simuler, c'est comment le climat de la Terre va changer. Ce qu'on fait, c'est qu'on découpe l'atmosphère en petits cubes. Vous voyez? Donc il y a plein de petits cubes comme ça. Vous voyez les cubes là. Et on découpe aussi l'océan en petits cubes. Et toute la Terre est découpée en petits cubes. Et à l'intérieur de ces cubes, ce que l'on fait, c'est qu'on décrit la formation des nuages. Donc vous voyez tous les types de nuages, les cumulonimbus, les stratus, etc. Tous les nuages. Ce que l'on a aussi dans le modèle, c'est qu'on représente aussi la végétation, bien évidemment, avec les rivières, les nuages. Et donc on représente par exemple l'évaporation de l'eau des océans qui vont former des nuages. Ensuite, il y a les pluies qui vont se former, ils ont tendance à se former au-dessus des montagnes et ça va alimenter les rivières. On a aussi dans les modèles les usines, les voitures, toutes les activités humaines qui émettent du CO2 par exemple. Et ce que l'on voit aussi dans les océans, on représente la circulation, parce qu'il y a beaucoup de courants qui transportent des choses et de la chaleur. On représente aussi au sein même de l'océan des petites particules qui viennent piéger aussi le carbone de l'atmosphère et qui vont sédimenter comme ça au fin fond des océans. C'est ce qu'on appelle le cycle du carbone. Et donc tout ça, tous ces petits cubes ensuite, on va les mettre, c'est des programmes informatiques, on va mettre tous ces petits cubes dans des ordinateurs. Alors, vous voyez un peu on les met dans les machines, donc c'est pas un seul ordinateur en fait, c'est plein de petits microchips, c'est des petites unités centrales et on a plein et ensuite avec ça on peut simuler le climat, essayer de faire ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire voir ce qui va se passer dans le futur. Et un peu, c'est comme la prévision du temps, de la météorologie, mais ça, c'est pour le climat. Et donc ici, ce que l'on remarque ici, c'est comment la température des océans varie. On peut regarder aussi comment va varier les nuages, comment vont varier les pluies, les précipitations, etc. Avec ces modèles. D'accord? C'est comme un peu des modèles de météorologie, mais qu'on fait tourner pendant longtemps. Et ça, de nouveau, ce que l'on voit aussi, c'est de nouveau les températures à la surface. On simule aussi les vents, bien évidemment. Donc on voit l'Europe, l'Afrique avec les vents. Ça, c'est l'Amérique du Nord, Groenland. Et on peut aussi simuler ce qu'on appelle qu'est-ce qui va se passer au niveau du climat dans le futur. Et ça, c'est très important parce que c'est pour savoir
comment est-ce que le climat va changer lorsque vous serez un peu plus vieux. On peut aussi simuler l'évolution de la végétation à la surface aussi. Donc on a tout ce qui forme le climat, tout ça est décrit et simulé, représenté dans le modèle. Donc maintenant, on peut donc essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc ça, c'est dans l'année 2000. Ce qui va se passer, qu'on va prendre le modèle à gauche et on va pas changer la concentration de CO2, on va pas prendre en compte les émissions de CO2, donc la concentration de CO2 est constante. Ça, c'est à gauche. Et à droite, on va laisser justement la concentration de CO2 va augmenter au cours de ce siècle. Ça veut dire de maintenant jusqu'à à peu près 2100. Et ça, c'est comment on va évoluer la température. Donc, ce qui est en bleu, ça veut dire que la température diminue, il fait de plus en plus froid. Et si on est en rouge ici, ça veut dire que la température augmente, il fait de plus en plus chaud. Donc, on regarde ce qui se passe. Donc, à droite, la concentration de CO2 est constante. Et à gauche, vous voyez, c'est assez variable. Hein. Là aussi, on est en 2027, 2030. Et donc là, dans ce cas-là, il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. D'accord? Du dioxyde de carbone. Et ce que l'on voit tout doucement, c'est qu'on remarque que ça se réchauffe fortement. Ça augmente, 2080. Il fait de plus en plus chaud à droite. Je recommence. Donc à gauche, le CO2 ne change pas, et à droite, sa concentration augmente à cause des émissions des activités humaines. Il fait de plus en plus chaud. J'essaie de bloquer le... Et donc, à la fin de ce siècle, ce qui est prévu, c'est qu'il va faire très chaud sur les continents. Ce que l'on voit, c'est l'Europe. Il fait très très chaud à la fin de ce siècle. Il va faire très chaud sur l'Europe, très chaud sur l'Afrique, sur les continents, il va faire très chaud. Et même sur les océans, bon, c'est un peu moins fort, mais quand même, sur l'Europe, la température va augmenter à peu près de 5 degrés Celsius. 5 degrés, ça peut sembler assez faible, mais en fait, c'est énorme. C'est vraiment énorme parce que ça a beaucoup de conséquences pour les pluies, etc. Et c'est-à-dire que le sud de l'Europe va devenir un peu désertique. Donc je pense, j'ai fini maintenant et je vous remercie de votre attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le count.